bonsoir. Donc, l'avantage de venir présenter à Lannion, c'est que mon prénom, il va surprendre personne. C'est à peu près un des rares endroits où je peux me permettre de le faire. Alors, je suis breton, je ne suis pas originaire de Lannion, je suis originaire du Val-André, mais mes grands-parents sont de Pérouse, donc je connais un petit peu. Donc, je suis Technical Evangelist chez Couchbase. Ça veut dire que je suis là pour évangéliser sur le NoSQL en général et sur Couchbase en particulier. J'ai rejoint la société hier matin, donc c'est tout neuf. J'étais auparavant chez Exo, qui est un éditeur de soft open source. Et auparavant, j'ai passé quelques années chez Oracle sur le Java J2E. Et je m'intéresse d'une façon générale aux nouvelles techno. Je suis principalement Java. Donc les démos que je vais vous faire sont en Java aujourd'hui. Et voilà. Donc, j'aimerais bien savoir qui a... Vous avez tous entendu NoSQL. Qui a déjà joué avec quelque chose du NoSQL? Et avec quoi alors? Mongo? Redis? Hadoop, ok. Donc là, on a entendu NoSQL, Redis, Mongo, Hadoop. Et moi, je vais rajouter Couchbase ce soir et je vais rapidement commencer par expliquer. Alors, les slides sont en anglais, je n'ai pas pris le temps de les traduire, je les ai adaptés à mon contenu déjà. Donc, mais comme vous voyez, je parle français, c'est déjà pas mal. Commencer par pourquoi NoSQL et pourquoi on en a besoin, sur quel type de projet. Les différentes taxonomies, justement les différentes solutions. Là, déjà dans les trois mots qui ont été cités, les trois noms de produits qui ont été définis, c'est trois approches différentes du NoSQL. Couchbase en tant que produit, et après, en fonction du temps, soit des slides, soit des démos autour de l'offre Couchbase. Donc, est-ce que les bases de données relationnelles sont suffisantes? J'ai envie de dire, si je le pensais, je ne serais pas là. En tout cas, je serais là avec mon étiquette Oracle d'il y a quelques années. En fait, la grosse nouveauté, c'est ça. C'est quand vous avez une appli, alors c'est vrai que ça va être très orienté gros site web, et on va voir pourquoi, ou grosse application. C'est que vous avez une application qui tourne, donc nombre d'utilisateurs, on connaît tous Instagram, et à un moment donné, ils ont sorti leur version Android, 1 million d'utilisateurs sur une nuit. On peut prendre un autre exemple. Alors, derrière Instagram, ce n'est pas du Couchbase, mais derrière DrawSomething, c'est du Couchbase. Donc, je ne sais pas si vous avez testé cette application. Hein, c'est l'équivalent du Pictionary où vous dessinez en ligne et les gens devinent les applis. Et tant mieux pour eux. En moins d'un mois, ils ont gagné 35 millions d'utilisateurs et ils avaient 2 milliards de dessins dans leur base. Comment on gère ça? On va voir un exemple. Donc, DrawSomething, c'est un succès. Ça a d'ailleurs, en quelques mois, ils sont passés, c'était OMG Pop, la société qui a édité, ils sont passés de DrawSomething, 35 millions d'utilisateurs, à être achetés par Zynga. La particularité, alors comment ça arrive? C'est la viralité, hein, on est tous sur Twitter, Facebook, les applications mobiles avec les stores Play ou les stores Apple. On voit rapidement les applications qui ont des succès, on les télécharge, on teste, donc on génère de plus en plus d'utilisateurs. Et typiquement, ce qui s'est passé avec DrawSomething, c'est l'application a été déployée sur le store, elle a eu du succès. Un acteur d'une série qui s'appelle Jersey Shore a tweeté ou sur Facebook, dit j'utilise cette application, d'autres personnes sont venues la télécharger, donc c'est passé à 6 ou 7 millions. Après, paf, une autre personne, un autre star a dit j'utilise cette appli, 16 millions, 35 millions. Alors je vous souhaite tous d'avoir ce succès-là, on n'est pas tous dans ce cas-là. Hein. Mais un contre-exemple, c'est l'application Simpson d'Electronic Arts. Et pourtant, ce sont des gens qui savent faire des jeux. L'application est sur le store, énormément de succès. Le problème, en fait, donc je vous passerai les slides. J'ai passé un lien vers un article. L'application était trop lente. Les gens se sont plaints, ont arrêté d'utiliser l'application. Donc typiquement, c'est comment on gère ça aujourd'hui. Comment vous gérez ça dans votre infrastructure. Si on prend, donc comment vous gérez la croissance ou le succès de votre application.
sur la partie middleware, quelle que soit la technologie que vous allez faire, alors ça sera plus ou moins facile si vous faites du Java, du PHP, du Ruby, du Node, ou ce que vous voulez, on a l'habitude de mettre en parallèle donc, plein de serveurs. Et au fur et à mesure des besoins, on les rajoute. Et c'est d'autant plus facile, avec les offres cloud de type Amazon ou autres, hein, de gérer cette élasticité. Si on parle des bases de données relationnelles, les bases de données relationnelles ont été faites pour faire du scale-up, faire de la montée en charge verticale, c'est-à-dire qu'on met une machine de plus en plus grosse pour gérer la charge. Alors de plus en plus grosse, il y a toujours une limite. En plus, ce n'est pas simple à mettre en place, c'est-à-dire que changer, rajouter de la mémoire, rajouter des disques, etc., c'est pas toujours simple selon l'OS, selon le système qu'on utilise. Après, de dire qu'on ne peut pas faire la même chose, paralléliser, si, on peut le faire. Typiquement, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le web tiers qu'on laisse en cluster, du cache. J'ai pris même cache, mais il y en a plein d'autres. On parlait de Riak, c'est une partie, ou Redis, pardon. Et on peut faire, avec la base de données relationnelle, un tiers, un cluster également. Mais généralement, c'est pas simple, c'est beaucoup plus compliqué de faire du scale-out ou de la scalabilité horizontale sur la partie donnée que sur la partie middleware. Notamment parce qu'il faut répartir les données, donc il faut partitionner les données sur plusieurs serveurs, parce que si le but c'est de les dupliquer, ça ne sert pas à grand-chose. Obligé de rajouter du cache pour augmenter les performances. Donc, est-ce que c'est une bonne approche? Oui, ça fonctionne. Par contre, ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs composants à déployer, c'est-à-dire qu'en plus de votre middleware que vous allez devoir gérer horizontalement, plus ou moins facilement selon la techno que vous avez choisie, vous allez devoir également gérer le cache au niveau de votre application, gérer le sharding, donc la répartition des données sur les différentes bases de données. Et tout ça, c'est fait par votre application. La conclusion, c'est souvent, ça fonctionne, mais ce n'est pas simple. Alors effectivement, typiquement, Facebook, ils sont sur du MySQL, hein, mais je ne pense pas qu'on ait tous le même niveau à la fois d'infrastructure, de compétences techniques qu'un Facebook pour maintenir en production du MySQL sur du cluster, etc. L'idée, en fait, du NoSQL, une partie, en fait, des réponses que cherche à donner le NoSQL, c'est ça, c'est de se dire, de la même façon que j'ai de la scalabilité horizontale sur mon tiers applicatif, je vais faire la même chose sur mon tiers de données. Pour permettre, en fait, quel que soit la quantité d'utilisateurs et de données, d'essayer d'avoir quelque chose de linéaire. Et au fur et à mesure où j'ai des besoins, je rajoute des serveurs, je rajoute des serveurs, je rajoute des serveurs. Donc, puissance de calcul qui augmente, puissance de stockage qui augmente. Évidemment, ça ne se fait pas en claquement de doigts. Il y a des compromis à faire. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais réduire les coûts, en tout cas bien les gérer, ou mieux les comprendre, mieux les gérer en termes les coûts techniques. Mais à chaque fois, c'est aussi les coûts humains. C'est-à-dire qu'administrer un cluster de bases de données relationnelles, ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'il y a des DBA, Oracle, IBM, qui sont payés à temps plein à administrer une base de données relationnelle. L'idée, c'est de simplifier ça. Alors, est-ce que c'est vraiment une nouvelle technologie? Pour la plupart d'entre nous, c'est effectivement une nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'on le voit de loin, on se dit NoSQL, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Mes clients n'en ont pas besoin. Est-ce que moi, il faut que je m'y intéresse? Alors, moi, je pense que oui. Et je pense que les clients en ont besoin. Et ce n'est pas totalement new. Parce qu'en fait, les gros du web ont eu les mêmes besoins. Parce qu'eux ont grossi très, très, très vite. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eux-mêmes créé leur infrastructure. C'est-à-dire qu'ils ont créé, donc Google à Bigtable, avant de le mettre dans Google App Engine, typiquement, parce que ça, nous, aujourd'hui, on fait du Bigtable dans App Engine. Quand vous faites du App Engine, vous avez la possibilité de faire du NoSQL avec Bigtable. Mais c'était avant pour leur usage personnel, à commencer par l'index distribué, et les mails, etc., sur leur infrastructure. Amazon, pareil. Cassandra avec Facebook, c'était pour leur application messagerie. Voldemort sur LinkedIn. Eux, ils ont dit à leurs ingénieurs, on va développer notre base de données. Donc ils ont développé la base de données avec en tête la partie
partitionnement des données sur l'ensemble des machines, la partie distribution des requêtes, parce que ça ne sert à rien de tout c'est pas ça. Si on distribue toutes les données, il faut être capable de lancer la requête sur l'ensemble du serveur de façon intelligente et de façon performante. Gérer du cache, si possible, faire de la répartition entre plusieurs data centers, et on va avoir cette partie-là qui est sur le type, le format des données, la structure des données qu'on manipule. Chez Couchbase, il y a eu une enquête qui a été faite parmi les utilisateurs, la communauté, où on leur a posé plusieurs questions. Quelles sont les choses qui vous intéressent ou quelles ont été pousser votre décision à faire du NoSQL? Donc ils avaient le droit de donner plusieurs réponses. On voit la partie scalabilité arrive en deuxième. Et performance, troisième. Le coût. Et c'était surtout la partie flexibilité des données. Donc c'était la capacité à modifier, à faire vivre votre schéma, votre structure de données assez rapidement. On s'aperçoit quand, je suppose qu'ici on fait tous du SQL. Ou vous avez au moins vu du SQL une fois. Quand vous avez, on va prendre l'exemple, si vous avez une base de données avec des millions, une table avec des millions d'enregistrements, ce qui peut arriver très très vite avec, on va dire, le big data d'une façon générale, si je dois rajouter, modifier une colonne, modifier un index, etc., ça a un coût. C'est-à-dire que c'est compliqué de le faire en production. Souvent, les DBA vont freiner, ce qui fait que notre application évolue souvent doucement, non pas parce qu'on n'arrive pas à développer le middleware et la business logic, c'est que le lien et l'impact sur les données est trop fort. Et une partie du NoSQL, c'est de dire on va utiliser des formats ou des schémas ou sans schéma, des structures qui sont non fixes pour permettre la modification, à la fois la modification du type de données, mais aussi de stocker tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, si on regarde, Cloud, la partie réseau social qui va chercher dans vos différents réseaux sociaux et vous donne une note, est-ce que vous êtes social ou pas, typiquement, ça va chercher un peu partout. Ça va chercher dans du Facebook, du LinkedIn, non LinkedIn pas encore, mais du Twitter, Instagram, etc. On peut supposer que toutes ces applications n'ont pas le même format de données. Donc comment on stocke ça, comment on requête ça? Si vous le faites dans une base de données relationnelle, il faut soit avoir une table par format, soit avoir une table qui est complètement dénormalisée. Donc ce n'est pas simple à gérer. Je vais revenir tout à l'heure sur le format en parlant de JSON. Mais là, je voudrais parler des différentes solutions de NoSQL qui existent aujourd'hui sur le marché. La première, la base du NoSQL, c'est les clés valeurs. C'est la capacité de stocker une donnée et d'avoir une clé pour y accéder. Qui utilise Memcache ou un cache équivalent, EHCache ou autre? D'accord? Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir, ou un hashmap ou une map en Java ou dans d'autres langages, vous faites une clé, une valeur, et vous interrogez ça. Cette façon de manipuler les données est la base de ce qu'on fait autour du NoSQL. Et avec une première implémentation qui est très très utilisée, qui est Memcache. Alors, Memcache, le gros avantage de Memcache, c'est que c'est une structure clé-valeur. C'est-à-dire que j'ai une clé, je stocke ce que je veux à l'intérieur, mais qui est indépendante de tout langage de programmation. Et en plus, c'est écrit en C, ça tape directement dans la mémoire de votre système. C'est-à-dire que ce n'est pas EHCache, c'est du Java, cohérence, c'est du Java. Les autres solutions dans d'autres langages, je ne les connais pas. Mais là, l'avantage, en fait, c'est que c'est portable. C'est-à-dire qu'il y a des frameworks, des clients Memcache dans la plupart des langages. Et très souvent, quand vous allez vouloir optimiser les performances de votre application, vous allez utiliser ça au-dessus de votre base de données et après, vous travaillez que dans le cache. Typiquement, quand vous travaillez ce qu'on fait du Google App Engine, une des premières choses, c'est d'aller activer, pas activer, c'est activé par défaut, mais utiliser Memcache pour éviter d'aller taper sur le disque de Google. Parce que aller taper faire des I/O chez Google, c'est facturé. Faire des I/O dans la mémoire avec Memcache, ce n'est pas facturé. Donc très rapidement, vous utilisez ça. Donc une première implémentation, entre guillemets, c'est ça. Donc en gros, c'est en mémoire,
c'est un cache avec des opérations qui sont assez limitées, hein. Set et get. Je fais un set pour enregistrer une valeur, un get pour la récupérer. Après, le add, replace, c'est juste des opérations, c'est-à-dire que le replace, ça va remplacer quelque chose qui existe. Si ça n'existe pas, ça va lever une exception. Le add, si le add, c'est-à-dire que si ça n'existe pas et que j'essaye de... Non, si ça existe déjà et que j'essaye de mettre quelque chose, ça va râler. Donc là, ça va être un insert, là plutôt un update, et là, un upsert ou un update également. Et le cache, c'est check and save, l'équivalent de ce que vous allez faire sur une base de données quand vous avez un lock. Vérifiez que personne n'a modifié la valeur avant de sauver. C'est très simple et c'est très rapide. Mais c'est un peu trop simple pour être vraiment intéressant pour tous les types d'applications. Et les deux parties qui sont des défis dans le cas du travail qu'on a à faire quand gérer des gros volumes de données, c'est que ça reste un cache, c'est froid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données à l'intérieur. Si vous démarrez une nouvelle instance ou un nouveau nœud, il faut charger ces données dans ce cache-là et il faut les partitionner. Alors il existe des proxys pour le faire, mais je dirais en standard, c'est relativement limité. Redis, on va dire, alors chaque fois, ce sont des noms de produits ou des noms de solutions. Donc clé valeur en mémoire, même cache. Clé valeur en mémoire avec une sauvegarde sur le disque, Redis. Donc quand je dis in memory only, c'est-à-dire que la limitation aujourd'hui de Redis, c'est que ça va stocker sur le cache, sur le disque en cas de crash. C'est uniquement pour se dire si jamais la mémoire tombe, ça va quand même récupérer les valeurs. Mais par défaut, on ne peut pas stocker plus de données que l'espace mémoire, donc la RAM qu'il y a dans votre serveur. Alors évidemment, toutes ces solutions évoluent et s'enrichissent. La particularité de Redis, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des opérations un peu plus avancées sur les clés et dans les structures qu'on va stocker, la façon dont on va rechercher l'information. Une évolution importante, et je dirais que c'est le gros point, c'est Membase, qui a été, c'est la même chose, sauf que à un moment donné, en fonction du temps, de la disponibilité, etc., ça sauve cette valeur-là sur le disque. Donc là, on se retrouve avec une vraie base de données. C'est quelque chose où vous pouvez faire autant de sets que vous voulez. Dès qu'il y a le temps, ça sauve sur le disque. Quand vous redémarrez le serveur, ça récupère les clés du disque et vous commencez à travailler avec une base de données. Donc là, vous imaginez, si on parle Java, avec une HMAP qui persiste et qui est immense. Parce que là, vous pouvez rajouter autant de nœuds sur le cluster que vous voulez. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on a, c'est en mémoire, vous avez Memcache, Redis qui est un peu plus structuré. Avec de la sauvegarde sur le disque, vous avez Membase. Alors les spécialistes de Redis vont, s'il y en avait dans la salle, vont râler parce qu'il y a effectivement une sauvegarde sur le disque ici. Je dirais que c'est vraiment le guide du débutant, j'allais dire 101, je ne sais pas si vous connaissez le 101, le 101 du NoSQL, donc l'introduction au NoSQL. Donc Couchbase a continué d'évoluer, en tout cas c'est une autre façon de faire, qui est une base de données documents. Vous avez une clé, vous avez une valeur. La différence, en fait, c'est que la valeur, c'est un objet JSON. Vous avez tous fait un petit peu de JSON? Pas nécessairement dans le contexte d'une base de données. Donc vous imaginez de prendre votre objet JSON, le stocker dans une base de données dans l'état. Donc l'avantage, en fait, c'est que dans le cas de Couchbase, pareil, automatiquement, ça va faire le partitionnement sur les différents nœuds du cluster. Ça va être sauvé sur le disque. Et Couchbase a été construit avec Memcache, c'est-à-dire que le cache est inclus dans la base de données. Quand on redémarre un nœud ou quand on distribue un nœud, le cache, on re-remplit le cache, avec toutes les clés déjà, avec une partie des documents. Donc la réplication de données, la possibilité, ça en fonction du temps, je vais vous montrer comment on match le cluster. Et ce qui est important, j'ai envie de dire, c'est ça. Le fait de stocker des documents, c'est structuré, ça veut dire qu'il y a une certaine intelligence à l'intérieur. C'est-à-dire que
Si ici, vous décrivez un employé, nom, prénom, date de naissance, le système sait que c'est nom, prénom, date de naissance. Je peux interroger le système, donne-moi tous les employés qui sont nés avant 1990. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant, puisqu'il fallait aller taper dans la valeur et comprendre ce qu'était la valeur. Dans le cas de Couchbase, en fait, c'est une évolution de Membase. On a créé un nouveau produit qui a rajouté le support des documents à Membase. Et en fait, en termes de technologie, en dessous, il y a une base de données open source chez Apache qui s'appelle CouchDB. Ça utilise la même persistance, mais c'est deux produits différents. Un autre produit, et d'ailleurs le produit aujourd'hui qui est le plus connu en base de données documents, c'est MongoDB. C'est pareil, clé et valeur. La différence, en fait, et d'ailleurs je me suis un petit peu trompé, le stockage proprement dit, en fait, c'est du binary JSON. Donc ils ont choisi de stocker en binary JSON. La grosse différence, en fait, avec Couchbase, c'est l'élasticité du cluster est plus compliquée à mettre en place. C'est-à-dire que sur des très gros clusters, et la facilité à gérer le cluster en live va être un peu plus dure. Par contre, ils ont quelque chose qui est vraiment très intéressant, qui sont les requêtes ad hoc. Vous pouvez faire n'importe quel type de requête sur n'importe quel attribut qui est stocké à l'intérieur très facilement, pratiquement comme sur une base de données. Avec un point qui est très 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 important, c'est-à-dire que la différence quand vous bossez sur votre laptop et quand vous passez en prod, ce sont les index. Si vous n'avez pas d'index sur les colonnes sur lesquelles vous recherchez, ben ça va marcher, mais vous étonnez pas si les performances font ça jusqu'à un certain nombre d'enregistrements, et d'un coup, complètement catastrophique. Et ça, c'est un point qui est clé, c'est-à-dire, généralement, quand on va travailler sur du NoSQL, si on parle pour le côté non structuré, à la rigueur, ça c'est une facilité pour le développeur, mais si votre approche n'est pas uniquement le non structuré ou le structuré léger, mais vraiment le gros volume d'utilisateurs, le gros volume de données, un serveur, toutes ces questions-là de performance et de gestion de cluster sont à prendre en compte dès le début. Et donc tester tout de suite si vous avez les bons index, etc. et comment ça réagit. Un autre type de données, un autre type de base de données NoSQL sont les bases orientées colonnes. Un exemple, c'est Cassandra. Mais Bigtable de Google est comme ça. HBase sur Hadoop est comme ça. C'est-à-dire que vous avez des colonnes, une clé toujours, et des colonnes. Alors là, on pourrait dire que ça ressemble à une base de données relationnelle puisqu'on a une clé primaire et des colonnes. La grosse différence, c'est que dans votre... Il n'y a pas de notion de table. Et dans votre base, vous pouvez stocker un enregistrement ou une entité qui a deux colonnes, une qui en a trois, une qui en a cinq, une qui a, etc., etc. Et à tout moment, vous pouvez venir rajouter une valeur. Donc, Cassandra, évidemment, disque. Le très gros bénéfice de Cassandra, c'est les très 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 gros clusters. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter énormément de nœuds. Par contre, en termes de programmation, c'est relativement compliqué en tant que développeur. Donc ça, c'est les descriptions. Donc, l'avantage en fait d'être orienté colonne également, c'est la possibilité d'interroger sur plein de colonnes différentes. C'est très compliqué à gérer, et notamment Cassandra. Facebook, qui a créé Cassandra, a remplacé Cassandra par HBase. C'est-à-dire qu'il ne l'utilise plus. Alors, par contre, c'est toujours un projet qui est très actif. Et Cassandra est développé alors, en Java, Mongo c'est en C, Couchbase c'est en C, Memcache, Membase c'est en C, Redis c'est en C. Et donc le dernier type de base de données, NoSQL, alors qui est un peu différente, mais ça a été mis dans le NoSQL en général, ce sont les bases de données orientées graphes. Alors pas graphes au sens Excel, mais graphes au sens informatique. C'est des données qui sont reliées par une relation entre elles et qui dessinent un graphe. Donc typiquement, je suis TucDual, j'ai une relation de type présent conférencier à Côte d'Armor, et dans Côte d'Armor, il y a telle personne qui vient regarder, etc. Et on fait une relation à la capacité d'interroger. Neo4j est une des plus connues. Il y en a d'autres comme OrientDB, comme InfiniGraph, etc.
Neo4j, alors, moi je considère qu'elle est plus connue parce que c'est probablement celle que je vois le plus parce qu'elle est développée et très orientée Java. Mais il y en a probablement d'autres. La particularité, en fait, c'est que dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des inserts et des deletes et on va traverser. C'est-à-dire qu'on prend un point d'entrée et après on donne moi toutes les entités qui sont de niveau 2 ou 3 avec une relation X de tel type ou tel type. Un client de Neo4j, c'est Viadeo. Et Viadeo utilise ça quand vous êtes sur votre page et que vous voyez vos contacts de niveau 1, 2 et 3. Typiquement, pour chaque contact de niveau 1, 2 et 3, c'est une base de données Neo4j derrière. Dans la version actuelle de Neo4j, et c'est pour ça que c'est une approche complètement différente du NoSQL que je vous ai cité précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, données non structurées, gros volume, mais il n'y a pas de partitionnement des données. C'est-à-dire que si vous faites un cluster, chaque donnée est répliquée entièrement. C'est-à-dire que la base de données est dupliquée sur l'ensemble des nœuds. Et la raison pour laquelle, elle est toute bête, c'est la même raison pour laquelle le partitionnement est difficile avec les bases de données relationnelles, c'est ça. C'est la relation, en fait. C'est comment deux objets, on va les répartir sur différents nœuds, la relation qu'il y a entre eux. Neo4j travaille activement, l'équipe de dev de Neo4j travaille activement sur la partie partitionnement des données, pour justement pouvoir avoir un vrai cluster avec de la donnée répartie, partitionnée, et non pas de la donnée dupliquée, répliquée. Donc si on regarde, on a vu des caches, en gros, des bases de données persistantes de type document, colonne, graphe, et là j'ai rajouté, normalement, voilà, HBase côté colonne, donc projet Hadoop, Infinigraph, qui est Infinigraph l'éditeur, Cohérence d'Oracle, qui était dans le monde Java qui est très très utilisé. Mais évidemment, je pourrais remplir cette slide avec plein de logos. Si vous tapez NoSQL sur Wikipédia, vous allez avoir plein de produits, typiquement OrientDB, Bigtable, ici, je ne sais pas, Clevalor, ici il y a également la base NoSQL d'Oracle, qui est basée sur du Berkeley à l'origine, RIAC, qui se situerait ici. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, nous, on travaille sur un TouchDB, qui est la base Touch intégrée en Android et en mobile, typiquement, pour stocker les documents ou les clés valeurs directement. Je pense qu'il y en a d'autres, mais aujourd'hui, supporté, je ne crois pas. Mais je ne sais pas. Mais oui, c'est effectivement, ça facilite énormément et le déploiement et la mise à jour. Alors, il est difficile de parler de NoSQL. Souvent, on associe NoSQL à Big Data, alors que ce n'est pas nécessairement directement lié, à Hadoop. Alors, Hadoop, ce n'est pas que du NoSQL. Hadoop, moi, j'appelle ça le couteau suisse du Big Data. En gros, si vous avez besoin, si vous ne savez pas, en gros, si vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, ça, c'est la solution. C'est-à-dire que vous êtes capable, avec tout ce système, de récupérer, de stocker de l'information, stocker, et vous allez savoir, vous avez les outils pour les traiter. Alors, typiquement, il y a plusieurs outils. Le workflow qui va vous permettre de gérer le flux d'informations, Scoop qui sont des connecteurs vers d'autres systèmes, MapReduce qui est la façon dont vous allez faire les requêtes, avec au-dessus des langages de programmation ou de scripts qui sont au-dessus, le Hadoop File System qui va permettre de répartir toutes les données sur des gros volumes et des grosses distances de clusters, HBase qui est la base de données colonne, Zookeeper qui est l'outil qui va surveiller tout ça. Et WIR, c'est tout ce qui va être gestion dans le cloud, déploiement dans le cloud et management. Et celui-là, je ne me souviens plus. Mathias Lebrest, qui est le spécialiste. Pardon? Mathias Server. Ouais, qui bosse à RK. Ouais. Et en fait, lui, c'est notre. Ouais. C'est ce qui sert aux bûcherons canadiens à amener les billes de bois en bas. Donc en
D'accord. Ok. D'accord, merci. Ouais, c'est très bien. Mais la grosse partie qui est là, c'est-à-dire que ici, on va plus voir ça côté, on va dire, un peu ce que la business intelligence et les data warehouse sont relationnels par rapport à ce que les autres bases NoSQL que je vous ai présentées sont à l'OLTP. C'est-à-dire que si vous avez besoin de réponses très rapidement, etc., ce n'est pas nécessairement la bonne approche. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je vais prendre l'exemple qu'on a un client chez Couchbase qui est AOL, la boîte de pub d'AOL, où pour afficher une publicité ciblée sur un site web, la demande, c'est en 40 millisecondes. Il faut être capable de choisir la bonne pub en fonction du profil de l'utilisateur. Donc, ils ont monté dans la base Couchbase cette information-là, qui sont l'ensemble des campagnes publicitaires et les profils des utilisateurs. Et en 40 millisecondes, on fait la requête, tac, on affiche la pub. Par contre, tout ce qui va être l'intelligence qui a servi à faire les deux et qui a quand même remonté dans Couchbase, a été traité par ça. C'est-à-dire que tous les clics, la façon, le flux, les données, la description des campagnes, les profils utilisateurs, les préférences des utilisateurs sont rentrés dans l'intermédiaire de la base, et notamment sur HBase, traités et remontés par Scoop dans Couchbase. Et inversement, quand ce qui a été traité par Couchbase est redescendu ici. Après, moi, je vais vous montrer Couchbase en tant que démonstration. Vous allez voir que je vais faire un peu de code, un peu de clic. Aujourd'hui, dans Hadoop, il faut être un bûcheron pour pouvoir réussir à l'utiliser. Je ne sais pas. Oh, si. C'est probablement un outil indispensable quand vous voulez vraiment traiter énormément de volume de données, mais ce n'est pas tout simple. D'accord. Hadoop a été créé par Yahoo, plus ou moins, en réaction à ce qu'a fait Google. Un des deux articles de recherche à lire sur le sujet, c'est GFS, Google File System, MapReduce. Ce qu'il faut voir, c'est quand même que Google n'utilise plus ce système-là. Il est passé à Kinesis. Il n'a plus les masters qu'il y a dans Hadoop. Mais il a quand même utilisé ce type d'architecture pour faire tous ses services. Non, mais... Un Gmail est fait avec les Alors, c'est pas ce que je dis. L'architecture, elle n'est pas du tout remise en cause. Il y a besoin de ce type d'architecture. Non, mais même pour faire un service comme Gmail, c'est ça ce qui est en dessous. Mais, La réponse de Gmail est meilleure que l'une des bonnes mails. Sauf qu'il y a énormément de cache au-dessus. Et la grosse différence, c'est l'accès. L'accès en tant que... Alors, parce que le commentaire, il était plus sur la performance que sur l'accès, l'accessibilité ou la facilité d'accès en termes de développement. Oui. En fait, on peut faire de l'accès de la ressource. Oui. Mais il faut pouvoir le mettre. Et mettre en place, c'est compliqué. Oui. Et ça, le MapReduce, les bases NoSQL l'utilisent la plupart du temps. Donc, il faut prendre le temps, en fait, par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire le besoin, soit vous le regardez d'un point de vue montée en charge, performance, et soit côté données non structurées pour faciliter le développement et la mise à jour de vos applications. Donc ça, c'est les points qui sont intéressants en termes de NoSQL. Après, il y a toutes les approches, et comme tu le disais, sur le MapReduce et le Distributed File System. Ce sont des architectures qui sont utilisées en plus par la plupart des bases derrière. Et Hadoop, il faut regarder des vidéos ou des articles, parce que c'est intéressant, notamment parce qu'aujourd'hui, quand on parle de big data dans l'open source, c'est 9 fois sur 10, ça va être de l'Hadoop. Et c'est vraiment fait pour traiter des très gros volumes d'informations. Donc, pour Couchbase, là, je vais vous présenter mon produit, et vous allez effectivement voir certaines caractéristiques. Donc moi, je vais évidemment vous montrer une base de données orientée documents et du développement en Java. Selon la base de données que vous allez utiliser, le code va évidemment changer, et les capacités de clustering, etc., vont être plus ou moins différentes. Donc Couchbase, aujourd'hui, c'est une boîte qui existe depuis 2009. Il y a déjà pas mal de clients. Tout ça, ce sont des clients payants. En fait, Couchbase est un projet open source, mais avec une version enterprise. Donc parmi les clients
Moi, là, typiquement, Concur, c'est un outil d'expense de frais d'entreprise en ligne. Donc, c'est une pseudo-comptabilité en ligne. Donc, Zynga, on en a parlé, c'est les jeux. OMGPAP, ce sont les jeux. Orbitz, ce que je cherche ici, c'est classé par ordre alphabétique. Orbitz, en fait, c'est l'équivalent d'un voyage SNCF ou d'un Opodo aux États-Unis. Donc, ils ont typiquement utilisé la base de données et le cache, parce qu'en fait, c'est le protocole Memcache qui est utilisé pour le cache qu'ils ont derrière leur site web. Après, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Donc, AOL, on en a parlé rapidement. Orange, là. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, en fait, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a Couchbase et il y a Membase, parce que Membase, c'est l'ancien produit. Et Membase, ouais, c'est pareil, c'est les télécoms au Japon. Et il doit avoir les télécoms en Corée. Donc, si on retrouve avec un K, ça doit être Korean Telecom. Je ne suis pas sûr, mais parce que je sais qu'ils utilisent. Alors, il faut voir que, évidemment, le point qui est super important, c'est pas. Ces clients-là n'utilisent pas que Couchbase comme base de données. Il y a évidemment du relationnel, il y a probablement d'autres technologies NoSQL, d'autres technologies de cache. Mais ça, ils ont utilisé. Donc typiquement, si on prend l'exemple de Orbitz, ils ont remplacé Oracle Cohérence, qui était leur cache en Java, par Couchbase pour avoir deux choses, pour continuer d'avoir un cache distribué, mais également la possibilité de persister sur le disque de façon transparente, c'est-à-dire qu'ils voulaient plus qu'un cache. Quelque chose qui est intéressant, et donc évidemment pour Couchbase, c'est il y a un benchmark open source qui a été créé par Yahoo, typiquement quand ils ont commencé à regarder les solutions de stockage et les solutions de cloud. C'est Yahoo Cloud Service Benchmark, et ça, c'est utilisé pour tester, en fait, une société de conseil qui est Alteros, qui est indépendante, en fait, a fait plusieurs tests. Donc un premier test avec HBase, MySQL, Mongo, Cassandra et je ne sais plus quel est le dernier, et un test avec Mongo, Cassandra, Couchbase. Là, vous avez alors après, il y a tout un rapport de plusieurs pages et des slides de plusieurs pages, mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est le nombre d'opérations par seconde, de 2000 à 20 000, et le temps de réponse moyen des 99%. Les plus bas, en fait. Et on tombe en dessous de 10 millisecondes. Mongo réagit bien, Cassandra réagit bien jusqu'à un certain point et après commence à monter. Mais on reste sur du 50 millisecondes, c'est très très rapide. Alors pourquoi Couchbase est très rapide dans ce cas-là? C'est parce que justement tout est caché, c'est tout le système de Memcache. Ce qu'il faut voir après, c'est l'analyse quand vous pensez à une base, ce qu'on fait rarement d'ailleurs quand on travaille avec le relationnel. Là, je parle bien d'applications où on accède et on écrit et on accède à l'information tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas du traitement en batch de l'information, c'est plutôt l'équivalent de ce qui va se passer sur un très gros site web avec beaucoup de lecture, un peu d'écriture, un peu de suppression. Donc je ne sais plus quelle est la proportion, hein, c'est décrit dans le bench. C'est ce gros volume d'informations, il faut que ça soit le plus rapide possible. Et quand on crée ce genre d'application, c'est bien comprendre quel est ce qu'on appelle le working set, quel est le volume d'informations que mon application va utiliser. Si je fais un jeu de paris en ligne, j'ai besoin d'avoir, parce que c'est beaucoup utilisé en fait les bases NoSQL derrière les paris en ligne, je dois être capable de monter l'ensemble de mes paris, et de changer les valeurs très très rapidement en temps réel. Si je fais un jeu en ligne de type Farmville, j'ai un très très gros volume d'informations en termes d'utilisateurs, j'ai un très très gros volume d'informations en termes de données. Par contre, en pourcentage, j'ai un tout petit volume de mes utilisateurs à un instant T qui sont connectés. Donc je taille mon serveur, mon cluster, en fonction de cette information-là. Et ce qu'il faut, c'est être capable d'ajuster ça le plus tôt possible. Donc typiquement, ce qui s'est passé là, c'est que c'est un cluster de 3 nœuds, je crois. Ben, en fait, alors tout ça, c'est sur de l'EC2, c'est sur de l'Amazon. Les VM ont été taillés et optimisés en fonction des capacités de chaque outil. Donc là, une utilisation de la mémoire optimisée. Quand on passait sur des requêtes qui faisaient énormément appel au disque
sans avoir la possibilité d'utiliser les caches qui étaient sur les bases. C'était une autre base qui donnait, d'ailleurs, c'était soit HBase, soit MySQL directement, je crois. Donc, quelle est l'architecture de Couchbase? Si vous avez deux parties, gestion de la donnée, gestion du cluster. Et ça, c'est très important d'avoir une gestion de cluster, parce que c'est ce qui va vous donner l'élasticité sur votre système. Ce qu'on voit, en fait, c'est que au-dessus, vous allez avoir du memcache. C'est le protocole que vous accédez. Donc, vous n'avez pas fait de memcache, donc ça ne va pas nécessairement vous parler. Mais en fait, il faut savoir que lorsqu'on fait du memcache dans une application, on y accède par un protocole texte ou binaire qui permet de faire des get et des set directement dans la mémoire du serveur de cache dans le cluster. Et ça, c'est le choix qu'a fait Couchbase, c'est d'utiliser ce protocole-là. Comme ça, on peut remplacer très rapidement toutes les applications Membase, Memcache, par du Couchbase. Typiquement, Heroku utilise ça. Quand vous faites du Memcache derrière Heroku, en fait, c'est des instances Couchbase. Pourquoi? Pour gérer la persistance sur du pass, parce que quand les VM s'arrêtent et redémarrent, ce n'est pas de la mémoire, en fait, il faut que ça soit stocké. Le stockage sur le disque, donc là, en gros, c'est du C, du JavaScript avec MapReduce, et c'est tout. De MapReduce en C et en Erlang. Et toute la gestion du cluster est faite en Erlang. Alors Erlang, on est au pays des télécoms ici, ils doivent connaître par cœur ici le Erlang. C'était inventé ici? Non, c'était inventé par Ericsson, je crois. Et c'était un langage que... C'est ça, hein, c'est Ericsson. On n'avait pas la licence? On n'avait pas le brevet? Et le langage a été créé parce qu'il est hautement concurrent. Alors là, je répète ce que j'ai lu, d'accord? Je n'ai jamais fait d'Erlang. Mais d'ailleurs, je n'ai pas fait de C non plus. Pourquoi le Erlang est important dans ce type d'architecture? C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est fait pour travailler de façon parallèle et de connecter très très vite sur un réseau. C'était fait pour configurer les routeurs dans les infrastructures telco, notamment Ericsson a créé ce langage pour ça. Et vous verrez beaucoup de solutions de réseau, de gestion de cluster et autres, de chien de garde et autres, traitées en Erlang. Alors, à l'origine, la version c'est pour ça que c'est deux produits différents aujourd'hui, CouchDB, était tout en Erlang. À la fois cette partie-là et cette partie-là. Mais cette partie-là en Erlang, c'était pas rapide, parce que les I/O sur le disque, c'est pas fait pour ça. Ça performait pas bien. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du data center, juste, c'est un projet open source. Si vous voulez participer, ça sera avec plaisir. À la fois en Erlang, en C si vous voulez. La plupart du temps, les contributions que nous avons, c'est plus sur les SDK clients. Du PHP, du Java, du Ruby, du C#. Tout est sur GitHub et on utilise Git comme système de review de code. Avant la démonstration, je vais juste passer sur justement les clients. Et après, comme ça, je vais faire que de la démo. On a deux librairies en fait, enfin, trois. Une librairie en Go, qui est plus en R&D, et une librairie en C, qui est utilisable quand on veut faire du C, mais également qui est utilisable par Node, Python, PHP, Ruby et C#. Donc quand vous voulez vous connecter à Couchbase à partir de votre application, vous avez une librairie cliente à installer, et une librairie en Java, donc qui n'est pas dépendante de C, pour Clojure, Play, Ruby et Scala. Tous les logos vous parlent ou Pourquoi? D'accord, ok. Alors, et donc généralement, on va aller le télécharger ici. On a combien de temps là? Les pizzas sont pas arrivées. Il y a des minutes, un quart d'heure. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pars de rien. On voit pas là. D'accord, tu as bien fait de me le dire. Je pars vraiment de rien. Et vous ne voyez rien.
je pars de rien, j'installe le produit. Un zip que j'ai téléchargé. Je l'installe. Ça m'a lancé le process qu'on doit avoir quelque part. Ça m'a rajouté ici le process, mais bon. Je vais sur ma console d'administration et ça me demande d'installer. C'est-à-dire que le process tourne, il n'y a encore rien d'installé. Pour installer, je vais choisir où est-ce que je vais stocker les données puisque c'est du disque et démarrer un nouveau cluster. Alors, pour l'instant, un cluster d'un nœud. Le point qui est important, c'est que en fonction justement de vos working sets, le volume d'informations que vous allez traiter, vous allez gérer la mémoire. Donc, plus vous allez avoir de la mémoire, plus vous allez pouvoir mettre d'objets en mémoire et donc être le plus rapide possible. Pour répondre sous la milliseconde, il faut nécessairement être en mémoire. Si on doit aller accéder sur le disque, ça va nécessairement prendre plus de temps. Donc, je crée ça. Donc, ça donne de l'espace au process. Évidemment, je peux changer derrière cette configuration si j'ai besoin. Je vais juste insérer quelques exemples. Un exemple. Et après, vous avez l'équivalent de votre base. Le bucket, le seau, c'est la base de données. Donc, pareil, pour chaque bucket, vous allez pouvoir choisir quelle est la mémoire qui est allouée. Et typiquement, vous allez pouvoir aussi faire du multitenant à ce moment-là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une base de données pour l'application A qui est publique, n'importe qui se connecte, une base de données ou un bucket pour l'application B, avec cette fois un mot de passe s'il y a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que soit je fais du Couchbase, ça va stocker les informations sur le disque, soit je fais du Memcache, en fait ça va être vraiment comme du Memcache, ce qui permet de remplacer très très rapidement. Là, ça ne stockera pas sur le disque. Donc je choisis, je vais lui donner 300 mégas à celui-là. Le nombre de réplicas, puisque ce qui est important quand vous avez un cluster, puisque mes données sont partitionnées, vous n'avez pas l'ensemble des données sur un serveur. Donc j'ai un tiers de ma donnée là, un tiers de ma donnée là, un tiers de ma donnée là. Si ce serveur-là tombe, si je n'ai pas de copie, j'ai perdu un tiers de mes données. Donc le réplica sert à dire combien de copies vous voulez avoir sur l'ensemble du cluster d'une donnée. Évidemment, quand vous calculez le volume de vos disques, etc., il faut prendre ça en compte. C'est là où je disais, la scalabilité, la haute disponibilité, ça vient, il faut faire des compromis. Typiquement, ici, vous allez multiplier l'espace. Alors, c'est mieux que de dupliquer l'ensemble des données. Et là, je crie OK. Les notifications, je m'en moque et j'installe mon mot de passe, si j'arrive à taper. Voilà. Donc là, on a vu, hop, il a créé ma base de données, il a créé des informations. J'ai j'ai 2 buckets. Dans ces buckets, il m'a créé 7000 enregistrements. Les enregistrements, je peux aller les voir par ce biais-là. Et là, on voit que c'est du JSON. Une clé et du JSON. Typiquement, j'ai un autre bucket qui est celui qui est défaut. Si je veux créer un document juste pour le plaisir de créer un nouveau document, je vais créer un document, l'agnon, je le sauve dans l'état. Ce que je disais, c'est que c'est du Memcache. C'est-à-dire que par défaut, on peut se connecter avec du Memcache au serveur. Donc si je fais un telnet, alors ça c'est là on est dans du Memcache standard. Je me connecte, je fais un get l'agnon, j'ai la valeur. Et là, c'est directement tiré de la mémoire. Si j'arrête le serveur que je redémarre, il va avoir monté la clé l'agnon. Et ce qui est important, c'est que toutes les clés sont en mémoire. Et la raison pour laquelle on monte toutes les clés en mémoire, elle est toute bête. Ce n'est pas nécessairement pour aller facilement à une clé, c'est pour répondre très rapidement si la clé n'existe pas. Parce qu'en fait, quand vous allez faire un get et que la clé n'existe pas, si on peut répondre immédiatement qu'elle n'existe pas, vous n'avez pas besoin d'aller chercher partout dans la base de données, bah, c'est moins coûteux. Donc, si je veux coder une application, bah, j'ai plusieurs façons de le faire. Ici, j'ai une application en Node.js où Node.js, c'est un framework en JavaScript côté serveur. Et là, je me connecte, alors j'utilise des frameworks, je me connecte à la base Couchbase, je lui donne l'information sur le serveur Couchbase. C'est Elasticsearch, là, c'est une autre démo.
je me connecte sur mon serveur. Après, quand j'ai besoin d'une information, je fais Couchbase set. Typiquement, là, si je vais ici, c'est les tools node. Je démarre mon appli. Je vais sur mon appli ici. En fait, c'est un petit chat. Pourquoi? Parce que Node.js utilise Socket.io, qui est l'équivalent de WebSocket, pour faire des trucs qui sont assez sympas en termes de réactivité. Donc là, je vais sauver des serveurs, sauver des messages. Ce qui se passe derrière, ça sauve l'information, normalement en tout cas, dans ma base. C'est-à-dire qu'ici, évidemment, ce n'est pas le bon, j'ai stocké un message de tel type avec le message Lannion, l'utilisateur Lannion. Donc là, tout bêtement, ce que j'ai sauvé, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pris un objet JavaScript et je l'ai sauvé JSON Stringify. En fait, là, je peux stocker n'importe quoi. Après, charge à mon application de le traiter. Ça, c'est quand même une sacrée différence par rapport à une base relationnelle. Je n'ai pas défini ce schéma, j'ai commencé à travailler avec mon appli. Un autre exemple en Java, cette fois. J'ai la possibilité, les opérations d'administration que je fais par l'interface homme-machine dans la console, on peut les faire par des services REST, créer un nouveau nœud, créer un bucket, vider une base de données, etc. Ou en Java. Ici, je me connecte à un des nœuds du cluster, je récupère, et là, je vais créer un nouveau bucket. Je fais run. Si je vais dans ma console d'administration, parce que je n'ai pas écrit beaucoup de code, il est en train de le créer, il instancie avec 100 mégas de mémoire. Et un autre exemple de code, vous savez ce que c'est Twitter? Ici, j'utilise un framework Java qui s'appelle Twitter4j, en fait, qui est une API au-dessus de Twitter pour appeler du Twitter, faire ce que vous voulez avec Twitter. Hein. Et Twitter utilise énormément de serveurs, de services REST et JSON. Et là, en fait, j'utilise l'API Stream de Twitter qui envoie tous les flux en continu. Et je vais les injecter dans la base. Je fais Run. Là, chaque petit point, ça va être un message. Si je retourne sur ma base de données, on voit ici que ça monte à 80 opérations par seconde, donc ce n'est pas très rapide. Hein. Voilà, il faut que ça interroge le réseau, etc. Si je vais sur les documents, vous avez des messages Twitter. C'est pas mal pour notre réseau. Donc là, ça injecte. Alors évidemment, je pourrais écrire un programme un peu plus rapide, un peu plus dur, avec ma base de données. Typiquement, je fais une boucle infinie, je ne me pose pas de questions, j'envoie. Sauf que ce n'est pas la bonne adresse. Donc là, j'envoie. Si je retourne sur mon information, c'est dans défaut. Là, je suis à 20 opérations, 20 insertions, 20 000 insertions par seconde. Et je peux continuer de multiplier, etc. Si on regarde en détail, en fait, un des gros points, ce qu'aiment beaucoup nos clients, c'est ça. C'est qu'en fait, toutes les stats sont disponibles. Alors, elles sont disponibles graphiquement. Vous avez des outils, des API REST pour y accéder. Et notamment, ce que font les clients, c'est qu'ils regardent, notamment, je cherchais ça, les opérations sur le disque, ici, la taille, et après, il y a tout ce qui va être synchronisation. Parce que souvent, ce qui se passe, et notamment quand vous êtes sur le cloud SC2, c'est que cette partie-là peut vraiment ralentir votre process, donc la notion de sauver, de stocker, de gérer l'espace mémoire, la rapidité de vos disques, etc. Sachant que tout est écrit en C, hein, ça est écrit directement sur le disque le plus rapidement possible. C'est quoi ton escalier aussi? Les effets escaliers? Je ne sais pas, parce que je pense que l'autre jour c'était linéaire, donc là je ne sais pas. Je pense que si, je ne sais pas d'où ça vient. Ce qu'on voit quelquefois, en haut là,
c'est qu'il y a, en fait, il y a un process derrière, et tout ce process-là, il est géré en Erlang, qui va, ici on va voir des petits messages affichés de temps en temps, la partie compactage des données, parce que c'est un B-tree, ce qui est stocké sur le disque, donc il va réagencer. Mais il faut garder en tête que toutes les opérations, les set, les get, ont lieu en mémoire. Tu as un risque de perdre de l'information? Alors justement, c'est pas transactionnel. je vais y venir dans une seconde. Donc là, et ça c'est une question qui est super importante, hein. Les transactions, au sens que vous connaissez dans les bases de données, n'existent pas dans la plupart des bases NoSQL. Ça ne veut pas dire que c'est un problème. Sauf si effectivement, si c'est un virement bancaire, il faudrait être certain qu'il arrive. Ça dépend dans quel sens, mais... Donc là, ce que je vais faire, avant d'essayer de répondre à ces questions-là de façon intelligente, je vais rajouter un nœud à mon cluster. Donc là, j'ai arrêté... Je vais juste vérifier ce que j'ai fait. Tu veux pas arrêter le Twitter? Non, justement, je ne veux pas arrêter le Twitter. Donc Twitter est un peu moins rapide, parce qu'après, comme c'est dans une VM, si je commence à les solliciter trop, c'est mon Mac qui va se retrouver par terre. Donc pareil, j'installe. Je pars vraiment de zéro. J'installe le serveur. En fait, je montre ça notamment pour casser les pattes à MongoDB. En fait. Parce que mettre un cluster à MongoDB, c'est pas facile. Installer un nœud et faire des requêtes, c'est très simple. Donc là, je vais me connecter. Alors, l'adresse n'a pas changé, donc c'est bon. Je vais tout faire de ma VM ici. Donc là, je vais aller chercher sur ma VM. Ah, ça serait dommage que la démo ne marche pas là. Ah, si, c'est bon. Il fait un peu de bruit, ton Mac. C'est moi qui fais. Le ventilo. Ah, mais c'est ça qui fait. Non, c'est lui. Bon, pourquoi ça ne marche pas? Non, il n'y a pas de flash. C'est bon. Bah merde. Ah, je me rassois, c'est plus facile. Ok. Pas de problème de routage. Ah ouais, je me dis que ça doit être ça, mais... Ouvre un navigateur dans ta VM. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut être certain que les deux se voient. Ah oui, oui. Pas ton problème. On va essayer. Donc là, en fait, pareil, il me demande d'installer. La différence, en fait, c'est que je ne vais pas commencer avec un nouveau cluster, je vais rejoindre le cluster existant. Bah, le nœud qui reste. Sachant que je peux faire ça avec autant de nœuds que je veux. C'est-à-dire que je peux faire l'inverse. C'est-à-dire ici, si je veux rajouter un serveur, je peux en rajouter autant que je veux. Je ne vais faire que pointer mon cluster sur toutes les machines que je veux mettre. En fait, tu pointes sur une machine du cluster. Bah, Il n'y a pas de master. Il n'y a pas de master. Là, je vais pointer, donc je vais pas mettre 192. Ouais, il faut que je le fasse. 38. Non, mais tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais venir tout à l'heure, c'était pour que tout soit propre. Évidemment, avec la chance que je vais avoir, ça va. Ah, attends. J'ai peut-être une idée. Ah, si. Non, mais c'est reload, c'est ça? Ouais, restart, ça marche. Tu fais pas de service? Moi, je fais service. Ah, je suis tout. Normalement. Ah oui, mais je suis pas. Attends. Tu pars où? Ce serait dommage quand même. ETC. Tout à l'heure, tu l'as lancé en route aussi ou pas? Ouais. Ok.
Ça va peut-être mieux marcher là. C'est les copines. Voilà. Ouais. Parce que, Et on refait tout sur l'autre. parce que justement mon test il était... Voilà. Voilà. Donc, je prends mon adresse, 38. Comme je rajoute qu'un nœud, je vais le faire d'ici. Donc, je suis sur le 39, je pointe sur le 38. Donc là, je suis connecté à la VM, je l'envoie sur mon host. Donc là, vous voyez, pour l'instant, ça ne change rien. Et l'application continue de bosser dans son coin. Derrière, si je regarde DataBucket, ça continue de bosser. Je ne sais pas pourquoi c'est plus lent, mais... Ah non, c'est bon, c'est juste que ça varie. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que là, il attend. Alors, je peux le faire automatiquement par script ou autre, mais typiquement, draw something, tous les jours, il faisait ça. Au fur et à mesure où il y avait des utilisateurs, donc il rajoutait 1, 2, 3, 4, 5 nœuds, et après, une fois qu'on a préparé le travail, on appuie sur le bouton magique qui est là. Et le bouton magique qui est là, en fait, il va partitionner les données, puisqu'il faut être capable de distribuer. Et c'est là où, en fait, chaque système, chaque cluster va avoir une façon plus ou moins différente de travailler. Est-ce qu'il y a un maître qui gère l'ensemble des autres nœuds? Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel je stocke les adresses physiques des différentes données dont j'ai besoin? Le choix qui a été fait par Couchbase, c'est que, en fonction de la topologie de vos clusters, sur la valeur de la clé que vous donnez, quand j'ai tapé l'agnon, il va faire un CRC, donc il va calculer une hache, il va hacher cette valeur-là, et en fonction de la topologie, il va se dire tu vas sur ce nœud-là, ou tu vas sur ce nœud-là, ou tu vas sur ce nœud-là. Donc là, quand je vais faire le rebalance, il va utiliser cet algorithme pour dupliquer, alors il n'y a que 2 nœuds, copier les données qui ne doivent plus être là, ici, mais pendant ce temps-là, tant que l'ensemble des données n'est pas copié, seul ce nœud-là est actif. Et on va le voir ici. C'est-à-dire que là, ouais, mais il est... Ah si, c'est bon. Ok, ça doit être juste un problème de... Ça a été vert un peu rapide. Je me dis, tiens, sinon c'est allé drôlement rapidement. Donc, la raison pour laquelle je ne me suis pas amusé à le faire avec les 20 000, là, ou quand j'avais 20 000 opérations parce que, vu le temps que ça prend, là, sur la VM, ma machine, elle aurait été par terre, elle n'aurait jamais réussi, le deuxième nœud n'aurait jamais réussi à rattraper le premier nœud, j'ai l'impression. Et à partir du moment où les 2 nœuds seront accessibles, alors je pense que c'est juste un problème hein, d'affichage. Et donc là, partout, vous allez avoir la capacité de voir. Alors normalement, quand vous êtes sur des vraies machines qui sont distribuées, le côté linéaire fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre client, il tape, quand il fait des sets ou des get, il sait dans quel nœud taper directement. Le stockage est distribué, donc vous avez la montée en charge. Non, parce qu'en fait, alors oui, le client connaît la topologie du serveur. C'est-à-dire que typiquement, à la fin du rebalance, il y a un message qui est envoyé au client, et on va le voir ici. Là, non. Ici, non, ça, c'est pas prévu. Tiens, c'est bizarre. Mais si, alors ça, justement, c'est pour l'autre démo. C'était pas prévu maintenant. Mais en gros, c'est que il a su, normalement, et après je vous expliquer pourquoi il y a cette partie-là. Tac, tac, tac. Bon. Ce qui se passe, en fait, c'est que dans le code, parce qu'il y a une partie qui est très importante dans la façon dont vous gérez le code. Donc, le cluster est alerté par le client. Les clients qui sont connectés sont alertés qu'il y a un nouveau nœud et rebalance automatiquement. Donc le client est tout le temps connecté alors? Ouais. Et si le client qui arrive après la bataille là...
bah, il va, Une fois qu'il se connecte, la première fois, en fait, la première chose que fait un client, c'est donne-moi la topologie du cluster. C'est-à-dire que quand vous voyez cette connexion, et en tant que développeur, on a géré ça ou pas? non, non, C'est dans le driver. surtout pas. C'est-à-dire que quand vous allez mettre un ensemble du RI ici, autant du RI que vous voulez. C'est pas vous ne mettez pas le nombre de clusters. Là, il n'y en a qu'une, mais généralement, vous allez en mettre 2 ou 3 qui vont pointer sur 2 ou 3 nœuds. Ils sont toujours là. Tu peux pas savoir, mais si tu en prends 3, probablement, mais tu peux en mettre plus. Et en fait, ce qui se passe, le client, quand tu fais connect la première fois, il va prendre de façon aléatoire dans ces 3 nœuds. Si ça répond, il se connecte. Et la connexion, et on voit ici, c'est du HTTP. La seule chose que ça fait, c'est que ça donne la topologie du cluster. C'est-à-dire que Il est en long pooling après? après, c'est une socket. Hein. Ah, c'est une socket. Ouais, Donc, c'est pas du HTTP. Non, non. Après, il passe sur le protocole Memcache. D'accord, il fait une première requête HTTP. Donc, D'accord. je récupère le protocole, je récupère la topologie et après, il calcule. D'accord. Et donc, ce qui va se passer, donc ma démo, là, elle est un peu tombée à l'eau à cause de toute la stack. Mais ce qui est important, c'est cette ligne-là dans le code. Ton deuxième bloc, je crois plutôt, ça marche pas encore dans le deuxième. Ah, là, voilà. Super. Voilà. Super, merci. C'est parce que... Voilà. Donc là, on voit, la collection a changé. Il a récupéré 39. 39, c'est la VM. Merci. Donc là, il a récupéré la connexion. Donc ça, c'est, je rajoute un nœud, l'élasticité, j'en rajoute autant que je veux. L'autre étape, c'est quand il y a un système quand quelque chose tombe. Donc là, en fait, quand quelque chose tombe, vous avez plusieurs options. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'être alerté, si vous avez besoin que votre code, votre donnée soit sauvée impérativement, vous allez écrire ce genre de code. C'est-à-dire que vous allez faire une requête ici. Alors ça, c'est du Java. J'ajoute le message avec la clé et c'est asynchrone. C'est-à-dire que j'envoie directement la donnée et je reçois après le statut, est-ce que ça a fonctionné ou pas. Par défaut, on peut ne rien faire. Typiquement, quand on injecte tous les tweeters, est-ce que j'ai besoin de savoir que j'ai perdu 10, 20 ou 30 messages? Ça dépend vraiment de votre application. Peut-être que vous n'en avez pas besoin. Là, typiquement, si je tue une des VM, c'est pour ça que je n'avais plus de réseau, soit je la mets en pause, soit je la tue. Là, ce qui va se passer, en fait, j'ai plus de réseau, donc la VM, ce nœud-là, il n'est plus sur le cluster. L'application continue de fonctionner. Et l'application continue d'essayer d'insérer les données. Mais parce que mon code n'a choisi de ne pas traiter cette exception, il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'information est perdue. Si j'active ce code-là, je peux tester si j'ai une erreur, choisir d'attendre, choisir autre chose. Là, c'est un nœud qui tombe? Là, j'ai un nœud qui tombe. Et là, le Kubernetes ne fait rien en fait. Par défaut, alors tu peux lui demander de faire un failover automatique. Parce que là, ce qui va se passer, en fait, c'est que si je vais dans ma console d'administration, selon la façon dont c'est configuré, il va être alerté plus ou moins tôt que ce nœud-là disparaît. Et quand il disparaît, tu choisis l'opération effectuée. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là, voilà. Là, tu vois, j'ai un nœud qui est down. Et là, je peux choisir ce que j'ai à faire. Et pourquoi? Alors, en fait, moi, ma première réaction, ça a été pourquoi ça ne le fait pas automatiquement? Parce qu'en fait, quand tu travailles avec 2 milliards d'enregistrements dans ta table, 36 millions d'utilisateurs connectés, si ça balance automatiquement et que tu n'as pas le bon volume ou que tu n'as pas le machin, tu foudras tout ton service en vrac. Donc, ils préfèrent, et ça c'est... Après, moi, je n'ai pas rencontré tous les clients, donc je ne sais pas exactement comment ils traitent tous les cas. Mais là, je sais que mon serveur est capable de faire le failover par rapport à mon volume, donc je l'aurais mis en automatique. C'est-à-dire que dès qu'il déclenche, il rebalance. Il fait ça. En fait, il fait ça. Hop. Parce que potentiellement, la donnée, elle est sauvegardée sur d'autres serveurs. Elle n'est pas perdue. Là, elle est perdue. Parce que là, tu n'avais pas mis de réplica. Non, parce qu'en fait, il n'arrive pas à la sauver. Le cluster, il n'existe pas. Non, là, il n'y a pas... Non, non, toutes les données qui étaient sur ce nœud-là, c'est-à-dire que quand tu faisais un set, sur le nœud qui fonctionnait, tout se passait bien. Sur le nœud qui ne fonctionnait pas,
tu avais une erreur. D'accord, mais toutes les données qu'il y avait avant, Ah non, non, j'ai rien perdu. elles sont où alors? Elles étaient encore sur le... Bah, il y avait un réplica. Il y avait un réplica, Ouais. d'accord. Donc elles là, sont perdues. en fait, la seule chose que je perdais dans ce scénario-là, avec ce code-là, c'est tout ce que j'insérais sur le nœud qui était par terre. Le vrai code, c'est j'ai un nœud par terre, je reçois une exception, je le traite. Et là, c'est applicatif. Et là, ce qui s'est passé juste en cliquant sur le rebalance, je me retrouve maintenant, si on voit la taille du... Oh, c'est quand même pas... c'est pas ma soirée. Parce que normalement, il devrait me le mettre. Là, normalement, il recopie. Alors, je ne comprends pas, je l'ai fait plein de fois, évidemment, c'est l'effet des mots. Il va recopier, en fait, il ne va rien recopier du tout. Tous les nœuds, tous les réplicas qui étaient là, passent en statut actif. Quand vous travaillez avec des bases comme ça, généralement, ce n'est pas 1, 2, c'est 3, 4, 5 nœuds minimum. Les grosses parties des clients, c'est 50 nœuds, avec 2, 3 réplicas. Et dans ce cas-là, ça traite tout seul. Là, c'est parce que j'ai considéré sur... En fait, ce qui se passe, c'est quand on crée ou quand on configure... Non, oui, il n'y a qu'un seul réplica actif. Donc, en fait, si commence à y avoir beaucoup de gens qui demandent la même donnée... Elle est en mémoire. Oui, mais elle est en réseau. Non, elle est accessible instantanément. Le réplica, il était en mémoire aussi, même s'il était pas utilisé? Non, le réplica n'est pas en mémoire. Le réplica, ce qui se passe, c'est au moment où je fais le failover, la clé remonte. En fait, c'est signalé que ça va sur ce serveur-là. Donc un autre... Ça t'a fait beaucoup de temps, excuse-moi. Mais, ouais. On pourrait parler de transactions aussi? Alors... Le problème de transaction. Ouais, bah, je vais là. Juste pour nous montrer comment tu gères. Il y a des solutions ou pas. Il y a deux parties à la transaction. C'est-à-dire... Chaque fois qu'on va faire une opération comme ça, set, add, replace, ce que je fais dans ça, c'est atomique, c'est transactionnel, mais dans une seule partie. Si j'ai besoin d'être certain qu'entre le moment où je récupère la valeur et au moment où je veux la sauver, il n'y a pas eu de modification, d'accord? Si je fais un get de la valeur, je la modifie dans mon application, je peux faire un set. Quand on va faire un update avec un lock, typiquement en SQL. La façon dont on fait ça, c'est je fais un casse, alors un get avec casse ou un casse, qui va comparer les clés, le casse. Donc je fais un get, je récupère par exemple, le casse c'est juste une valeur calculée qui est interne. Je récupère 0. Donc employé tucdual a été inséré, je fais un get tucdual, je récupère un casse de 0. Un autre process, une autre application a changé cette valeur-là. Quand je vais faire une opération avec du casse, c'est quand je vais essayer de faire un set, si je lui dis de vérifier, il va dire la valeur a changé. Donc il ne va pas la sauver, il va me renvoyer un système. Donc là, ce n'est pas du transactionnel, mais c'est l'équivalent de ce qu'on va appeler une transaction. Ça sert à faire la même chose. Après, la plupart des gens, quand ils parlent de transaction, le cas le plus concret, c'est vous avez deux tables. Vous créez un employé, et cet employé, vous créez ses enfants, et tout ça, c'est une seule transaction, et ça doit être géré en une seule transaction. Donc ça, c'est très commun. Et après, il y a les transactions distribuées, où les gens, et moi, j'ai travaillé quand même longtemps sur un serveur d'application J2E, les gens, entre guillemets, nous emmerdent avec les transactions distribuées, les two-phase commit, etc. 99 fois sur 100, ils ne les utilisent pas. Alors quand ils les utilisent, c'est qu'il y a un besoin. Mais la plupart des développeurs, qui a déjà fait du two-phase commit dans son projet? Beaucoup? Non, pas beaucoup. Voilà. Et c'est des applications qui sont très spécialisées. Et souvent, ça va être des applications qui sont par exemple dans le banque et assurance, où on va faire du commit entre un serveur JMS, deux bases de données, etc. Donc c'est du très compliqué. Alors effectivement, parce qu'on est dans un document, je ne suis pas capable de faire set document 1, set document 2, et faire un rollback de ça, ou un commit de ça. Si j'ai fait un set, c'est fait. Mais la façon dont sont gérées les applications, ce qu'il faut voir, c'est ça. Donc pour le two-phase commit, entre guillemets, n'existe pas. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est plus la façon dont on structure les informations. On est d'accord que l'équivalent du JSON, ou l'équivalent de la table, on va partir du modèle relationnel, c'est un document de JSON. L'équivalent
de ça, qui est là, entre guillemets, là où on a besoin. Pour ce genre de choses, on peut avoir besoin soit de faire des requêtes, des jointures, pardon. Mais si on a besoin d'insérer plusieurs informations en même temps, dans la plupart des bases de données NoSQL, on est en dénormalisé, on fait ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 tables, on va stocker l'information dans le document. Et donc là, on est dans du transactionnel. C'est-à-dire que si on représente une commande, on va essayer de la représenter entièrement dans un seul document. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout mettre votre modèle dans un seul document. On va prendre 2 exemples. Une commande, on peut la mettre entièrement. Le client, son adresse, ses items, et on calcule les items, on a la facture. Un blog, on a l'article, on ne va pas s'amuser à attacher l'ensemble des commentaires à l'article, on va plutôt faire une relation sous forme de 2 documents. Mais quelle est la transaction dans ce cas-là? Effectivement, ce que je veux, c'est que quand j'écris mon document, mon article, je sois tranquille. Quand les gens rajoutent, je sois tranquille, que je puisse les supprimer un par un. Je n'ai pas la notion de delete cascade. Et c'est pour ça, en fait, que toutes ces choses-là, dans la partie NoSQL, et quel que soit le modèle, hein, que ce soit modèle document ou orienté table ou autre, il y a une phase d'adaptation, une phase mentale, entre guillemets, d'adaptation. Certains moteurs fournissent plus ou moins. Typiquement, Neo4j, la base graph, a des transactions. On est capable de faire begin, faire des sets, commit ou rollback. Bigtable sur Google a un système de transactions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on va commencer à parler transactions, index, etc., réplication, ça a un coût en termes de performance. C'est toujours un système de compromis. Le set, on n'est pas sûr que c'est écrit dans le disque. Si, tu as des moyens de le savoir, si tu es sûr. Ouais. Alors, voilà, il y a des choses qui sont quelquefois particulières dans la façon... Alors, quand vous faites, dans Couchbase, quand vous faites un set, un get, si vous avez toujours la possibilité, si le set a eu lieu, c'est-à-dire que si tous les nœuds sont disponibles, la donnée, elle est sur le serveur. Elle n'est pas nécessairement encore sauvée sur le disque. Ça arrivera quand il a le temps. Alors, généralement, ça va très vite. Vous avez la possibilité par l'API de savoir si ça a été sauvé sur le disque ou pas. Et savoir si ça a été sauvé uniquement sur le disque, dans le nœud dans lequel il a écrit, ou savoir si 1, 2, 3 ou n réplicas ont été sauvés. Le point qui est assez particulier, ce sont les requêtes. En fait, c'est la façon dont on va faire des requêtes. Je vais finir juste par ça. C'est... des t-shirts offerts. Ouais. Ouais. Parce que la partie requête est importante. Alors, typiquement, ici, donc faire des get et des sets, on a vu tout à l'heure quand j'ai créé l'agnon, j'ai fait un get, j'ai récupéré l'enregistrement. Je peux faire la même chose sur les documents. C'est-à-dire que si je vais dans social, ça c'est ma clé. Donc si je fais un get, je vais récupérer tout ce document. Mais si je veux récupérer, trier par date ou autre, mes enregistrements qui viennent de Twitter, pour l'instant, je vous ai montré que la partie get et set, que sur la clé. Si je veux créer ça, j'ai la notion de vue. Et la notion de vue, là, on est dans du MapReduce. Alors, c'est quoi du MapReduce? C'est ça. Vous avez une fonction, et le but de la fonction, c'est de créer un tableau. En fait, créer un index. Et par rapport à du relationnel, c'est assez particulier parce qu'en fait, là, on demande comment on va créer l'index par rapport à une certaine logique. Donc, je vois qu'ici, j'ai accès au document et aux métadonnées. Le document, c'est ça, sauf que je ne suis pas sur, parce que je veux le faire sur Twitter. Je n'étais pas sur le bon bucket. Donc, on voit ici le document, on voit ici les métadonnées. Quand je parlais de casse, ça utilise ce numéro-là qui est interne, qui est géré automatiquement à chaque fois avec des choses qui sont modifiées. Donc, ce que je vais faire, typiquement, si je veux trier par date, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un index sur cette date. Donc, quelque part, on a la date, on a ça. Pour créer la date, ma fonction ici va être doc.createDate. Je sauve, j'exécute. On voit ici, le résultat, mon index, c'est quoi? C'est ça,
est nul. Cette valeur-là, j'en ai pas besoin, en tout cas pour l'instant. On voit ici qu'on a le lien vers le document. Donc, je suis capable d'aller chercher directement en mémoire le document. Donc, si je veux faire une requête, je vais pouvoir faire une requête sur cette partie-là. Sauf que là, ce n'est pas très bien structuré. Donc après, on peut faire des requêtes sur toutes les valeurs qui sont dans le document de JSON. On a un point important. Il faut savoir que c'est du JavaScript et le moteur d'indexation, c'est V8. Donc, c'est le même que ce qu'il y a dans Chrome, je crois. Donc, vous avez accès à tout le JavaScript que vous voulez pour créer cet index. Vous pouvez concaténer des choses. Le principe, c'est que ça ne s'exécute pas, ça. Ça, c'est pas comme quand je fais un run, on n'exécute pas une requête. C'est qu'à chaque fois qu'un nouveau document est inséré, ça va exécuter cette fonction et ça va mettre à jour l'index. Alors, sauf là, quand je le lance, évidemment, ça recrée l'index parce que je suis en mode développement. Alors, il continue d'insérer, tiens, d'ailleurs. Si, ce que je vais lui dire, pour pouvoir faire des requêtes plus avancées, transforme-moi la date en tableau. Donc maintenant, on voit année, mois, jour, heure, minute, seconde. Super. Ce que je veux, c'est compter combien de messages arrivent par seconde. Donc là, le map, c'est je crée une map à partir de données. Et ça, vous l'avez partout, et notamment dans Hadoop. Et ça, c'est énormément utilisé dans Hadoop, quand on a besoin de trier. Là, j'ai le reduce. C'est une fonction, pareil en JavaScript, qui va s'appliquer sur le résultat de votre map. Donc, je vais faire le count. Très bien. Donc là, je fais sauve. J'exécute. J'ai 876 enregistrements. Et j'ai tout. Ah oui, mais parce qu'en fait, c'est un subset. Et là, en fait, ce que ça va permettre de faire, sur la clé, je vais pouvoir lui passer, lui dire, par exemple, si je veux par seconde ou par année, ça, c'est tout les paramètres que je peux passer à ma vue, donc à mon index. Je vais lui dire, le groupe level 4, attention, la requête n'a lieu que sur la clé, que sur la première valeur. Si j'exécute, en fait, je pense savoir pourquoi. C'est parce que faut qu'il indexe. Parce qu'en fait, là, il est en mode... Alors, je vais le laisser comme ça. Je vais passer en... Là, je suis en mode développement. C'est-à-dire, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est sur des gros volumes d'informations. Donc, lui, il prend un subset de l'information. Comme ça fait longtemps que j'ai créé, il prend les 876 qui sont probablement tout à l'heure créés dans la même seconde. Dans la même seconde. Oh, c'est bizarre. 14, les 12 4, 19. Ah non, mais 19 heures. Oh, quel idiot. Pardon. Heure, minute, seconde. Voilà. J'avais juste pas pris le bon niveau. Seconde 42, enregistrement, etc., etc. Donc là, après, je peux traiter mes requêtes comme je le veux. Et typiquement, une application a été faite comme ça, mais pas en utilisant Twitter, mais en utilisant Reddit. Et de la même façon, en fait, ils traitent par jour, par heure, pour dire le nombre de Reddit qui ont été faits en fonction de l'heure, en fonction de tags, etc. Donc ça, on a un tutoriel qui explique quelle est la fonction de MapReduce qu'on utilise. La façon dont je requête les vues, en Java, on a une API, en PHP, il y en a une API, en Ruby, vous avez une API. Voilà.